Novembre 1945. Une ville en ruine. Des rues encore bloquées par les décombres, des bâtiments réduits à des façades creuses, l'odeur de cendres et de terre retournée persistant dans l'air froid de la Bavière. Nuremberg était, littéralement, un cadavre de ville. Et pourtant, dans le seul bâtiment fonctionnel qui restait debout au milieu de cette dévastation, le palais de justice, renforcé à la hâte, avec des câbles de traduction simultanés fraîchement tendus le long de ses murs, 22 hommes se sont assis sur le banc des accusés. Ils avaient des gardes derrière eux, ils avaient des micros devant eux, ils avaient des écouteurs qui transmettaient en 4 langues, et ils avaient quelque chose qu'aucun chef criminel de cette envergure n'avait eu auparavant. L'obligation d'écouter, point par point, tout ce qu'ils avaient fait. Ce qui s'est révélé dans cette salle entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946 n'était pas une liste de morts. C'était l'architecture complète d'une cruauté organisée, des expériences médicales exécutées sur des prisonniers vivants, des unités mobiles d'extermination avec des quotas hebdomadaires, des déportations massives conçues comme des sentences de mort différées, des camps qui n'étaient pas des camps mais des machines. Ceci est le récit de ce qui a été présenté à Nuremberg, des preuves, des témoignages, des films, des confessions, du moment où le monde a dû regarder sans détourner les yeux. Pour comprendre ce que fut Nuremberg, il faut d'abord comprendre ce que ce nom représentait. Nuremberg avait été la ville sainte du nazisme. C'est là que se célébraient les Partétagènes, des rassemblements de masse où Adolf Hitler montait à la tribune du champ de Zeppelin et lançait ses discours devant des dizaines de milliers de fidèles. C'est dans cette ville qu'en septembre 1935 avaient été promulguées les lois de Nuremberg, privant les Juifs allemands de leur citoyenneté et les déclarant juridiquement être de rang inférieur. Choisir Nuremberg pour le procès n'était pas un accident, c'était une déclaration. Le bâtiment choisi fut le Justizpalast, le palais de justice. Il avait survécu de manière relativement intacte aux bombardements alliés de janvier et mars 1945, alors que la Royal Air Force réduisait en cendres près de 90% du tribune pour le public, cabine de traduction, système de microphone, caméra de cinéma et appareil photographique en position fixe. L'espace qui en résulta mesurait environ 23 mètres de long sur 16 mètres de large. C'était plus petit que ce à quoi les correspondants étrangers s'attendaient. Le procès qui s'ouvrit dans cette salle était, dès sa conception, sans précédent. Bernays, diplômé de Harvard et de la Columbia Law School, fils d'immigrants juifs lituaniens et neveu par alliance de Sigmund Freud, il avait adopté le nom de famille de son épouse, travaillait depuis des semaines en dormant à peine. L'ordre qu'il avait reçu était à la fois formidable et vague. Inventer la machinerie légale pour traduire les criminels de guerre en justice. La solution de Bernays, formulée en seulement 6 pages classées très secret, était d'une structure élégante. Le régime nazi devait être déclaré conspiration criminelle. Si toute la machinerie de l'État était criminelle en soi, alors ses créateurs et ses exécuteurs l'étaient aussi, par le simple fait d'y avoir appartenu et d'en avoir dirigé les opérations. Cela permettait 2 choses simultanées. Capturer les grands planificateurs, qui se salissaient rarement les mains, et déclarer criminelles des organisations entières comme les SS, la Gestapo ou le service de sécurité du Reich, RSHA. Le président Harry S. Truman signa le 2 mai 1945 l'ordre exécutif 9547, nommant le juge de la Cour suprême Robert H. Jackson comme représentant et procureur en chef des États-Unis. Jackson était un homme à la solide carrure de banquier, costume bleu foncé, chaîne de montre traversant à peine l'ébauche d'un embonpoint, né à Jamestown, New York, sans diplôme universitaire en droit, mais doté d'un esprit que ses collègues décrivaient comme un piège qui ne ratait jamais sa cible. Il s'ennuyait à la Cour suprême et il le savait. Cette mission était tout autre chose.
L'accord de Londres, signé le 8 août 1945 par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique, établit le statut du tribunal militaire international. 4 chefs d'accusation: complot pour crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Le tribunal compterait 8 juges, 4 titulaires et 4 suppléants, un pour chaque puissance alliée. Le titulaire britannique, Sir Geoffrey Lawrence, fut désigné président. Les 22 accusés arrivèrent à Nuremberg en octobre 1945. Ils furent escortés un par un vers des cellules individuelles dans le bloc C de la prison adjacente au palais de justice. Les cellules mesuraient environ 4 mètres de long sur 2 mètres de wide. Elles contenaient un lit superposé en bois, une table pliante, une chaise et des toilettes sans abattant. L'ampoule électrique restait allumée toute la nuit. Les gardes, des soldats du détachement de sécurité interne 6850, avaient pour instruction d'observer les prisonniers à travers un judas dans la porte toutes les 30 secondes. Le commandant de la prison était le colonel Burton C. Andrews, un homme à la mâchoire carrée et au casque étincelant qui traitait ses prisonniers avec une froideur méticuleuse. La préoccupation d'Andrews n'était pas le bien-être émotionnel des accusés. C'était qu'ils vivent assez longtemps pour s'asseoir sur le banc et faire face aux accusations. Robert Ley, chef du front allemand du travail, mit fin à cette préoccupation le 25 octobre 1945, 11 jours avant le début du procès. Ley fabriqua une corde avec les bords effilochés d'une serviette de l'armée, l'attacha à la tuyauterie des toilettes et s'étrangla. C'était le premier. Ce ne serait pas le dernier. Le 20 novembre 1945, à 10 heures du matin, la salle Six Sense était comble. 250 journalistes accrédités, des délégations des 4 pays alliés, paient le premier siège de la rangée avant, comme le dictait son rang de Reichsmarschall, le seul à avoir porté ce titre dans toute l'histoire du Reich. Il avait 52 ans. Il avait perdu environ 40 kg par rapport à ce qu'il pesait dans les dernières années du régime, en partie à cause du sevrage forcé de la parahydrocodéine qu'il consommait à raison de dizaines de pilules par jour. Malgré cela, il restait corpulent, au visage large, avec des yeux bleus qui observaient la salle avec un mélange de dédain calculé et de fascination. Il était, à tous égards, l'accusé le plus intelligent, le plus charismatique et le plus dangereux. Son quotient intellectuel, d'après les tests du psychologue de la prison Gustav M. Gilbert, atteignait 138 points. Il gouvernait le banc des accusés avec une autorité informelle mais incontestée. À côté de lui, Rudolf Hess, l'ancien numéro 3 du parti, l'homme qui s'était envolé seul pour l'Écosse en mai 1940 et dans l'espoir absurde de négocier la paix, était assis, les yeux enfoncés et le regard perdu dans le vide. Hess passait des années à feindre ou à souffrir, les médecins ne l'ont jamais déterminé avec une certitude absolue, une amnésie totale. Lorsque les fonctionnaires de la prison lui remirent l'acte d'accusation et lui demandèrent d'écrire sa réaction, il nota ces mots en anglais. « I can't remember ». C'était la seule chose qu'il pouvait ou voulait dire. Au second rang, Wilhelm Keitel, Feldmarschall et chef d'état-major du Haut Commandement des Forces armées allemandes, OKW. Il était ce que l'on attendait d'un général prussien. Élancé, rigide, le menton toujours légèrement levé. Sa défense pendant le procès se réduirait à une seule ligne qu'il avait déjà inscrite sur l'acte d'accusation. Pour un soldat, un ordre est un ordre. C'était une phrase qui lui coûterait la vie. Ernst Kaltenbrunner, chef de l'Office central de sécurité du Reich, RSHA, second dans la hiérarchie des SS après Heinrich Himmler, qui s'était suicidé en mai 1945. Kaltenbrunner mesurait près de 2 mètres, avait le visage marqué par les cicatrices de duels universitaires, les pommettes larges et des yeux que plusieurs correspondants étrangers décrivirent comme des « yeux sans fond ». Il était ce que les gens imaginaient en pensant à un criminel SS.
un titre d'un journal à sensation américain qu'un garde avait montré à Kaltenbrunner peu après sa capture à Altaussee, en Autriche, en mai 1945, proclamait « un expert des chambres à gaz capturé ». Kaltenbrunner devint, selon plusieurs témoignages, d'une pâleur mortelle. Hans Frank, avocat personnel de Hitler et gouverneur général de la Pologne, occupé d'octobre 1939 à janvier 1945. L'homme qui avait administré le plus grand laboratoire d'extermination de l'histoire depuis le château royal de Wawel à Cracovie, jouant du Chopin dans ses appartements privés et signant des décrets de mort à l'aube. Frank avait tenté de se suicider dans les jours qui suivirent immédiatement sa capture, se tranchant les veines avec un couteau de jardin qu'il avait obtenu dans la prison de Miesbach en Bavière. Avant d'arriver là, des soldats de combat du 36e régiment de la 7e armée, des hommes qui, quelques jours auparavant, avaient traversé le camp de concentration de Dachau, l'avaient forcé à courir à travers une double haie de 70 pieds de long, tout en le rouant de coups de poing et de pied, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ils le relevèrent, ils le poussèrent à nouveau en avant. Julius Streicher, éditeur et fondateur de l'hebdomadaire antisémite Der Stürmer, était le plus méprisé parmi les accusés eux-mêmes. Ses compagnons de banc ne voulaient pas être vus en sa compagnie. Le psychologue Gilbert nota que Streicher obtint le quotient intellectuel le plus bas de tous les accusés lors des tests psychologiques standards. Une commission psychiatrique composée du docteur Krasnouchkine de Moscou, du colonel Schröder de Chicago et du docteur Delay de Paris l'examina pour déterminer s'il souffrait d'une psychose. Lorsque les médecins lui demandèrent de se déshabiller pour l'examen physique, Streicher regarda l'interprète russe présente et lui lança une remarque à connotation sexuelle. La femme se tourna vers le mur. Streicher était, selon la description de son propre avocat de la défense, un homme dont l'obsession antisémite pouvait trouver son origine dans un esprit malade. Il ne fut pas déclaré psychotique, seulement perturbé. Albert Speer, ministre des Armements et de la Production de guerre, l'architecte qui avait conçu les décors monumentaux des congrès du parti et qui avait géré un système de travail esclave ayant déplacé des millions de personnes à travers l'Europe occupée. Speer était visuellement différent des autres, 39 ans, des traits réguliers et aristocratiques, avec l'attitude sereine de celui qui a décidé, avant même que le procès ne commence, que la meilleure stratégie était la contrition calculée. Il fut le seul accusé à répondre à la question sur l'acte d'accusation par une phrase impliquant une responsabilité collective. Le procès est nécessaire. Il existe une responsabilité commune pour des crimes aussi horribles, même dans un système autoritaire. Le 21 de novembre de 1945, le procureur en chef Robert H. Jackson se leva devant le tribunal pour prononcer la déclaration d'ouverture de l'accusation américaine. Ce que Jackson dit au cours de ces heures resta gravé dans les registres du procès et dans la mémoire de ceux qui l'entendirent. C'était un discours d'une précision extraordinaire, construit sur une prémisse juridique qui, en 1945, était encore radicale. Les pays et leurs dirigeants pouvaient être jugés pour des crimes commis contre des personnes qui n'étaient pas leurs citoyens, au nom d'un droit international qui était en train d'être défini à ce moment précis. Mais, au-delà des arguments juridiques, ce qui détermina la direction du procès fut une stratégie procédurale que les procureurs des 4 puissances avaient convenue au cours des négociations de l'été. Bâtir l'accusation principalement sur des documents capturés à l'appareil nazi lui-même. C'était délibéré. Les Allemands avaient documenté leurs propres crimes avec une minutie bureaucratique qui, rétrospectivement, s'avère difficile à comprendre. Procès-verbaux de réunion, directives signées, statistiques d'extermination, rapports de situation, correspondance interne, journaux officiels. Lorsque les armées alliées avancèrent sur l'Allemagne dans les premiers mois de 1945, elles découvrirent des archives entières qu'aucun responsable n'avait eu le temps de détruire.
Hans Frank, le gouverneur de Pologne, avait ordonné pendant des années que tout ce qu'il disait, en public ou en privé, dans son bureau ou lors de réceptions, soit transcrit et archivé. Son journal officiel occupait 42 volumes reliés en rouge et gris, pour un total de 11 367 pages. Frank les emporta avec lui lorsqu'il fuit Cracovie en janvier 1945 face à l'avance de l'armée rouge. Lorsqu'il fut capturé, le journal se trouvait encore dans ses bagages. Les procureurs américains, dirigés par le colonel Robert Story au département des documents, avaient rassemblé des centaines de milliers de pages d'archives capturées. La tâche de les organiser, de les traduire et de sélectionner les plus pertinentes occupa une équipe de chercheurs pendant des semaines. Beaucoup de ces pages révélaient quelque chose que les procureurs avaient soupçonné, mais dont l'échelle dépassait toutes les attentes. Le régime nazi avait mis en place un système pour consigner par écrit chaque étape de ces crimes. La directive du 18 octobre 1942, signée par le Feldmarschall Wilhelm Keitel et autorisée par Adolf Hitler, ordonnait que tous les membres des unités de commandos alliés, même s'ils voyageaient en uniforme, qu'ils soient armés ou non, soient massacrés jusqu'au dernier homme, même s'ils tentaient de se rendre. Elle précisait littéralement que les commandos qui tombaient aux mains des autorités militaires après avoir été d'abord capturés par la police civile devaient être remis immédiatement au Sicherheitsdienst, SD. Cette ordonnance fut exécutée en Norvège, en France, en Tchécoslovaquie et en Italie. Des hommes en uniforme prisonniers de guerre légaux, par définition, furent exécutés sur le champ ou transportés dans des camps de concentration sans aucun procès légal. Le décret de juillet 1940 et signé par Reineck, chef du département des prisonniers de guerre du Haut Commandement, établissait le traitement des prisonniers soviétiques avec une férocité qui transcendait les normes de brutalité de la guerre conventionnelle. Le texte était explicite. Le soldat bolchevique a perdu son droit à être traité comme un adversaire honorable conformément à la Convention de Genève. Il ordonnait que tout signe d'insubordination, active ou passive, soit immédiatement brisé par la force des armes. Et il ajoutait « Celui qui exécute l'ordre et n'utilise pas ses armes, ou le fait avec une énergie insuffisante, est punissable. » Les prisonniers de guerre soviétiques moururent par millions dans les camps allemands. Ils moururent de faim, de froid, de soif, de maladies sans traitement. Un rapport écrit par Alfred Rosenberg, lui-même, Reichsminister pour les territoires occupés de l'Est, et adressé au Feldmarschall Keitel le 28 février 1942, décrivait la situation avec une franchise que ses auteurs n'auraient probablement jamais imaginé voir lue dans un tribunal international. La lettre mentionnait que les instructions interdisaient à la population civile de donner de la nourriture aux prisonniers et qu'on les a laissés mourir de faim. Que, dans de nombreux camps, aucun abri n'a été fourni. Que les prisonniers épuisés, incapables de se tenir debout pendant les marches, étaient fusillés sous les yeux de la population horrifiée et les cadavres étaient abandonnés. C'était signé, avec nom et fonction. Il est des documents qui, lus à haute voix, suspendent le souffle d'une salle. Le 3 janvier 1946, le colonel John Harlan Amen s'approcha de la tribune des procureurs avec l'intention d'interroger un témoin. Le témoin était Otto Ohlendorf, général des SS et commandant de l'Einsatzgruppe D entre juin 1940 et juin 1942. Les Einsatzgruppen étaient, en termes organisationnels, des unités mobiles du Sicherheitsdienst, le service de sécurité des SS, déployé derrière les lignes du front de l'Est avec pour mission d'identifier et d'éliminer les ennemis politiques et raciaux du Reich. En pratique, c'étaient des escadrons de la mort. 4 groupes principaux, A, B, C et D,
opérèrent derrière l'avance allemande en Union soviétique à partir de juin 1941. Leur rapport de situation, découvert dans les archives capturées, décrivait par des statistiques hebdomadaires les résultats de leurs opérations. C'étaient des rapports bureaucratiques rédigés sur le même ton que des bulletins météorologiques. Ohlendorf était parvenu à ce poste d'une manière que Whitney Harris, le procureur américain qui l'avait initialement interrogé, trouva d'une ironie perverse. Ohlendorf était un économiste de formation universitaire, passé par les universités de Göttingen et de Leipzig, titulaire d'un diplôme en droit. Il avait débuté au Sicherheitsdienst comme agent de renseignement économique. Mais il avait commis l'erreur de se plaindre auprès du Reichsführer SS Heinrich Himmler des massacres de masse de Juifs en Pologne. Himmler en conclut que Ohlendorf était manifestement le produit d'une trop grande éducation. Avec une malice consommée, il lui confia le commandement de l'Einsatzgruppe D. Harris lors de l'interrogatoire préalable au procès, avait commencé par des questions de routine, date de naissance, lieu d'origine, affectation au sein du Sicherheitsdienst. Une réponse éveilla sa curiosité. Ohlendorf mentionna qu'il avait passé 1 an à la tête de l'Einsatzgruppe D. Connaissant la réputation meurtrière de ces unités, Harris lança une question directe. « Combien de personnes avez-vous tué ?» La réponse, livrée sans inflexion émotionnelle visible, le laissa paralysé. Dans la salle Six-Saintes, le colonel Amen formula la question pour le registre officiel du tribunal. Ohlendorf répondit. Au cours de l'année comprise entre juin 1941 et juin 1942, les troupes de l'Einsatz rapportèrent 90 000 personnes liquidées. Hommes, femmes et enfants, demanda Amen. Oui. La fusillade de masse était-elle la seule méthode d'exécution? Non. Le Reichsführer Himmler, expliqua Ohlendorf avec le même calme qui l'aurait mis à décrire un processus administratif, avait observé que les fusillades de femmes et d'enfants imposaient un fardeau psychologique terrible au personnel, en particulier aux hommes ayant une famille. C'est pourquoi, à partir de 1942, les femmes et les enfants étaient gazés dans des camionnettes hermétiques. Les camionnettes étaient des véhicules ordinaires, fermés, dont le pot d'échappement était redirigé vers l'intérieur du compartiment de chargement. Combien d'hommes fallait-il pour tuer 90 000 personnes? L'Einsatzgruppe D comptait un effectif de 500 hommes. Sur le banc des accusés, Walter Funk ferma les yeux tandis que Ohlendorf commençait à décrire les procédures postérieures aux exécutions. Les bijoux et l'or des victimes étaient envoyés au ministère des Finances du Reich. Ce qui suivit fut tout aussi révélateur, mais pour des raisons différentes. Les avocats de la défense, lors du contre-interrogatoire, tentèrent de faire admettre à Ohlendorf qu'Ernst Kaltenbrunner n'avait pas d'autorité directe sur les camps de concentration. Kaltenbrunner était le chef du RSHA, l'organisme qui regroupait la Gestapo, le SD et la police criminelle. L'avocat de Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann, soutint que les ordres d'extermination allaient de Himmler directement au chef de la Gestapo, Heinrich Müller, contournant Kaltenbrunner. Ohlendorf répondit que Kaltenbrunner se trouvait directement dans la chaîne de commande. Il était le supérieur de Müller, il pouvait donc retransmettre les ordres de Himmler ou initier les siens. Kaufmann avait commis l'erreur classique du contre-interrogatoire. Poser une question sans en connaître la réponse à l'avance. Mais le moment le plus étrange, celui qu'aucun assistant de la salle Six-Saintes n'oublierait pendant des décennies, survint lorsqu'un autre avocat de la défense, Ludwig Babel, chargé de la défense des SS en tant qu'organisation 64 ans, visiblement secoué par la description qu'il venait d'entendre, se sentit contraint de poser une question qu'aucun procureur n'avait formulée. « N'avez-vous pas eu de scrupules face à la nature de ces ordres ?»« Si, bien sûr, » répondit Ohlendorf. « Alors, comment se fait-il que vous les ayez exécutés ?» Ohlendorf parut surpris par la question.
parce qu'il m'est inconcevable qu'un subordonné n'obéisse pas aux ordres donnés par les dirigeants de l'État. Babel regarda le témoin pendant un long moment, puis il se rassit sans rien dire de plus. 2 jours après le témoignage d'Ollendorf, le procureur Smith Brookhart appela à la barre un autre membre des SS, Dieter Wisliceny, ancien collaborateur direct d'Adolf Eichmann et chef du département IFOA A4 du RSHA, la section chargée des affaires juives. Wisliceny témoigna qu'en août 1942, il s'était rendu auprès d'Eichmann avec une question urgente. Les autorités slovaques le pressaient pour admis finalement que cette visite était impossible. Les déportés étaient morts. « Comment était-ce possible ?» demanda Wisliceny. Eichmann ouvrit le coffre-fort de son bureau et en sortit un document. Il lui montra l'ordre. L'extermination des Juifs était une politique officielle, transmise du Führer à Himmler, puis de Himmler au RSHA. Wisliceny déclara que ce fut la première fois qu'il entendit parler de la solution finale. Brookhart interrogea ensuite le témoin sur le niveau de connaissance et de participation de Kaltenbrunner, qui avait pris le commandement du RSHA en janvier 1943, après l'assassinat de Reinhard Heydrich à Prague. Y avait-il eu un changement dans la politique d'extermination sous la direction de Kaltenbrunner? Il n'y a eu aucune diminution ni aucun changement d'aucune sorte, répondit Wisliceny. Kaltenbrunner connaissait-il personnellement Eichmann, le responsable direct de la solution finale? Il n'y avait aucun doute. Kaltenbrunner et Eichmann étaient des compatriotes autrichiens. Le père de Kaltenbrunner avait été l'avocat de l'entreprise électrique dirigée par le père d'Eichmann. Les 2 fils avaient fréquenté la même école. Lorsque Kaltenbrunner convoquait son personnel du RSHA à Berlin, se souvenait Wisliceny, il saluait toujours Eichmann avec une chaleur particulière, lui demandant des nouvelles de son épouse et de ses enfants. Brookhart posa sa dernière question. Eichmann a-t-il dit quelque chose à cette occasion sur le nombre de Juifs qui avaient été assassinés? Il a dit qu'il sauterait en riant dans sa tombe, répondit Wisliceny, parce que la sensation d'avoir 5 millions de personnes sur la conscience serait pour lui une source de satisfaction extraordinaire. Sur le banc, le magistrat américain Francis Biddle avait écrit en marge d'un document une question. Qui est Eichmann? Il avait désormais sa réponse. Le tribunal reçut également le témoignage de Rudolf Franz Ferdinand Höss, commandant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz entre 1940 et 1943. Höss n'était pas un accusé dans ce procès. Il serait jugé plus tard en Pologne et exécuté en 1947 près des installations du camp, mais il comparut en tant que témoin. Sa déclaration sous serment devant le tribunal militaire international, présentée le 15 avril 1946, décrivit le système d'Auschwitz avec une précision technique que plusieurs juges, pourtant aguerris par des décennies de procédures pénales, déclarèrent n'avoir jamais rien entendu de semblable. Höss déclara qu'environ 2,5 millions de personnes avaient été assassinées à Auschwitz durant sa période de commandement. Le processus d'extermination, décrivit-il, suivait un protocole établi. Les trains arrivaient sur la rampe. Les arrivants, des Juifs dans leur immense majorité, déportés de toute l'Europe occupée, étaient sélectionnés sur la rampe par des médecins SS, principalement pour déterminer qui pouvait être assigné au travail forcé. Ceux qui ne passaient pas la sélection, les malades, les vieillards, les enfants, les mères accompagnées de jeunes enfants, étaient conduits directement vers les chambres à gaz camouflées en installation de douche. Le gaz utilisé était le Zyklon B, un pesticide en granulés qui, au contact de l'air, libérait de l'acide cyanhydrique. La mort par Zyklon B dans une chambre à gaz était, selon les témoignages ultérieurs des Sonderkommandos, le groupe de prisonniers forcés de travailler dans les crématoires, un processus qui durait entre 3 et 15 minutes selon la concentration du gaz et le nombre de personnes enfermées. Le tribunal entendit également la déclaration sous affidavit de Kurt Lindown, fonctionnaire de la Gestapo, qui décrivait les équipes de tri déployées dans les camps de prisonniers du front de l'Est,
Des commandos de la police secrète affectés en permanence au camp pour séparer les prisonniers de guerre qui étaient candidats à l'exécution et les signaler au bureau de la police secrète. Au camp de Gross-Rosen, le commandant du camp avait envoyé, le 23 octobre 1941, un rapport à Heinrich Müller, chef de la Gestapo, listant les prisonniers de guerre soviétiques exécutés la veille. C'était un rapport de routine. Parmi les crimes que le tribunal examina en détail figuraient les expériences médicales pratiquées sur les prisonniers des camps de concentration. Ces expériences étaient connues des procureurs avant le début du procès, mais leur ampleur et leur caractère systématique dépassèrent ce que beaucoup avaient anticipé. Au camp de concentration de Dachau, situé à environ 16 km au nord-ouest de Munich, des expériences furent menées à partir de 1940 et 1942. Le tribunal militaire international lui-même, dans son jugement du 1er octobre 1946, les qualifia de « type le plus cruel et le plus inhumain ». Le procès principal de Nuremberg les mentionna dans le cadre des crimes des SS et du RSHA. Les médecins spécifiquement responsables allaient être jugés lors d'un procès séparé contre les médecins nazis qui débuta en décembre 1946. Les expériences d'hypothermie de Dachau, documentées dans les archives capturées et présentées devant le tribunal, suivaient un protocole précis. En août 1942, la date est documentée dans les archives de l'Ahnenerbe, la fondation scientifique et de recherche des SS qui les finançait. Des prisonniers du camp étaient immergés dans de l'eau glacée, dans une baignoire ou un bassin, jusqu'à ce que leur température corporelle descende à 28 degrés Celsius. À cette température, le cœur humain entre en fibrillation ventriculaire et la mort survient en quelques minutes. Dans certaines expériences, l'immersion était prolongée afin de mesurer le temps exact nécessaire pour provoquer la mort. Le rapport du docteur Sigmund Rascher, officier SS et responsable de ces expériences avec le soutien direct du Reichsführer SS Himmler, décrivait les résultats à l'aide de tableaux et de graphiques. Le temps moyen de survie oscillait entre 50 et 80 minutes dans une eau à 0 degré. Dans des expériences parallèles, les prisonniers étaient placés dans des chambres à pression réduite pour simuler les conditions de haute altitude, dans le but de déterminer les effets physiologiques sur les pilotes contraints à une dépressurisation à grande hauteur. Les rapports de Rascher décrivaient les effets de la décompression à des altitudes simulées allant de 12 à 21 km. À ces pressions, l'azote dissous dans le sang forme des bulles. Les vaisseaux sanguins éclatent. La douleur avant la mort était, selon les rapports, extrême. Les expériences avec des balles empoisonnées, testées sur des prisonniers pour évaluer leur efficacité, et les expériences de stérilisation de masse par rayons X et d'autres méthodes, conçues dans le but avoué de stériliser toute la population des territoires de l'Est à l'insu des victimes, firent également partie des preuves présentées. Le docteur Karl Kloberg, qui dirigea des expériences de stérilisation à Auschwitz-Birkenau, écrivit à Himmler en 1943 pour lui affirmer qu'avec sa méthode, il pouvait stériliser plusieurs centaines de femmes par jour avec l'aide d'un médecin bien entraîné et de 10 assistants. Le jugement du tribunal retint que les expériences sur les prisonniers incluaient des immersions dans de l'eau glacée jusqu'à la mort, des expériences en chambre à basse pression, des expériences pour déterminer combien de temps un être humain pouvait survivre dans une eau de congélation, des expériences avec des balles empoisonnées, des expériences avec des maladies contagieuses et des expériences de stérilisation d'hommes et de femmes par rayons X ou d'autres méthodes. La conclusion du tribunal concernant les SS en tant qu'organisation fut sans équivoque. La SS a été capable d'obtenir une allocation de fonds gouvernementaux pour ce type de recherche sur la base du fait qu'elle avait accès à du matériel humain non disponible pour d'autres agences. C'était là, écrit dans le jugement. Les êtres humains étaient qualifiés de matériels. Le 29 novembre 1945, 9 jours après l'ouverture du procès, se produisit l'un des moments les plus extraordinaires de toute la procédure. Le psychologue de la prison, Gustav M. Gilbert, et le psychiatre Douglas Kelly
se placèrent aux extrémités opposées du banc des accusés. Ils avaient un carnet de notes. Ils avaient pour ordre d'observer et d'enregistrer. À la tribune, le commandant William Donovan, le Wild Bill Donovan, qui avait fondé l'Office des services stratégiques OSS, annonça la projection d'un documentaire cinématographique sur les camps de concentration nazis tels qu'ils avaient été découverts par les troupes américaines. Le film s'intitulait Nazi Concentration Camps et avait été monté avec des images filmées directement à Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald et dans d'autres camps après leur libération au printemps 1945. Les lumières de la salle Six Sense s'éteignirent. Gilbert prit des notes en temps réel à des intervalles d'1 ou 2 minutes. Hjalmar Schacht, ancien président de la Reichsbank, refusa d'être forcé à regarder le film lorsque Gilbert lui demanda de se décaler pour qu'il puisse mieux s'asseoir. Il croisa les bras et tourna son regard vers les tribunes du public. Le film commença par des images de prisonniers brûlés vifs dans une grange. Hans Fritzsche, chef des opérations de radio au ministère de la Propagande, qui n'avait encore vu aucune partie du film avant cette séance, resta immobile, pâle, les lèvres serrées en regardant l'ouverture. Wilhelm Keitel retira ses écouteurs de traduction et s'essuya le front. Rudolf Hess regarda l'écran avec des yeux exorbités et enfoncés, affichant l'expression, nota Gilbert, de « un fantôme ». Constantin von Neurath, ancien ministre allemand des Affaires étrangères des années précédant le régime nazi, puis protecteur de Bohême-Moravie, inclina la tête. Il ne regarda pas. Walter Funk se couvrit les yeux avec les mains. Il sembla être à l'agonie. Il secoua la tête. Joachim von Ribbentrop, ancien ministre des Affaires étrangères, ferma les yeux et essuya la sueur de son visage. Fritz Sockel, le responsable du travail esclave, s'essuya le front avec son mouchoir. Hans Frank, à sa place, cligna des yeux et avala sa salive à plusieurs reprises. Il tenta de retenir ses larmes. Il murmura « Horrible ». Alfred Rosenberg, le philosophe officiel du nazisme et ministre pour les territoires occupés de l'Est, s'agita sur son siège et regarda l'écran du coin de l'œil, puis baissa la tête, puis regarda pour voir comment les autres réagissaient. Albert Speer paraissait très triste. Il avala sa salive à plusieurs reprises. Arthur Seyss-Inquart, commissaire nazi pour les Pays-Bas, resta impassible pendant toute la projection. Franz von Papen, celui qui avait été chancelier d'Allemagne avant Hitler, était assis la main sur le front, regardant vers le bas. Göring s'appuya sur la main courante du banc. La plupart du temps, il ne regardait pas l'écran. Quand il regardait, il affichait une expression de somnolence. Julius Streicher resta immobile, fixant l'écran sans presque ciller. Les avocats de la défense, sur leur siège face au banc, murmuraient. L'un d'eux dit, dans un murmure audible, « Par Dieu, c'est terrible ». Lorsque les lumières se rallumèrent, cette salle n'était plus la même qu'au moment où elle s'était éteinte. Personne ne parla pendant un long moment. Cette nuit-là, Gilbert fit le tour des cellules. Göring, avec qui il eut la plus longue conversation, admit que les images avaient été dures. « Mais ce truc du tribunal du peuple », lui dit-il, faisant référence à une séquence où le juge Roland Freisler, le président du Volksgerichtshof, qui avait présidé les procès sommaires des conspirateurs de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, hurlait sur les accusés de manière hystérique pendant le procès. Ça m'a fait me tordre de honte. Il y eut dans cet extrait plus de choses qui le perturbèrent qu'il ne voulut bien l'admettre. Le 11 décembre 1945, le procureur Thomas J. Dodd se leva pour présenter l'accusation contre le programme de travail esclave du Reich.
Dodd était connu à Nuremberg pour son aisance d'orateur plutôt que pour sa profondeur juridique. Ses collègues plus érudits l'accusaient de bâtir ses arguments sur le travail de recherche des autres. Mais il possédait dans la salle une présence et une diction qui captaient l'attention. Ce jour-là, il démontra pourquoi il était là. Il lut pour le registre du tribunal le document 294-PS, un rapport écrit par Alfred Rosenberg lui-même et adressé à Fritz Sockel, le plénipotentiaire pour l'emploi de la main-d'œuvre. Le texte décrivait comment une directive de recrutement forcé avait été exécutée en Union soviétique. « Vous ne pouvez pas imaginer la bestialité », avait écrit Rosenberg à Sockel. La milice allemande était arrivée dans un village pour recruter des travailleurs. Personne ne s'était présenté. Les soldats commencèrent à incendiariser des maisons. Les civils qui accouraient pour éteindre le feu en étaient empêchés. Ils étaient frappés à coups de matraque en caoutchouc et arrêtés. Les travailleurs incarcérés étaient enfermés dans l'école du village. Ils ne peuvent même pas sortir pour faire leurs besoins, mais doivent le faire comme des porcs dans la même pièce. Parmi eux figurent des boiteux, des aveugles et des vieillards. Nous chassons à présent les êtres humains comme les prébendeurs chassaient autrefois les chiens. Fritz Sockel écouta cela depuis le banc avec une mine de perplexité authentique. L'homme qui avait recruté de force, selon les estimations du tribunal, plus de 5 millions de travailleurs dans les territoires occupés d'Europe, éprouvait des difficultés à comprendre pourquoi il était jugé. Il se considérait comme un homme du peuple, un ancien marin et ouvrier qui avait gravi les échelons du parti grâce à sa constance et son travail. Ses instructions, données directement par Hitler en mars 1942 à la chancellerie du Reich, avaient été explicites. Obtenir 1,6 million de travailleurs étrangers en 3 mois. Si aucun volontaire ne se présentait, les recruter par la force. Les archives de Sockel, présentées comme preuve, montraient que plus de 5 millions de travailleurs forcés avaient été transportés des territoires occupés vers l'Allemagne pendant la guerre. Les conditions de travail, les niveaux d'alimentation et le traitement de ces travailleurs étaient réglementés différemment selon leur origine raciale. Les travailleurs soviétiques et polonais étaient soumis aux conditions les plus extrêmes, recevant des rations caloriques insuffisantes pour soutenir un travail physique intense et ne bénéficiant d'aucune protection légale d'aucune sorte. Selon les registres des usines d'armement où ils travaillaient, des milliers d'entre eux mouraient chaque mois. Le jugement du tribunal concernant le chef d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés à la main-d'œuvre esclave établit que les travailleurs civils des territoires occupés avaient été déportés en Allemagne pour y être soumis au travail esclave à une échelle qui n'avait que peu, voire pas, de précédent dans l'histoire du monde. Albert Speer et Fritz Sockel s'étaient disputés pendant tout le procès, sur le banc et lors des débats nocturnes au réfectoire, pour savoir qui était responsable de quoi dans ce système. Speer avait convaincu Hitler de nommer Sockel à la tête du programme de travail. Speer était celui qui réclamait les travailleurs pour ses industries d'armement. Sockel était celui qui les obtenait par n'importe quelle méthode. Speer soutiendrait jusqu'au bout qu'il ignorait les conditions dans lesquelles ces travailleurs vivaient et mouraient. Les procureurs présentèrent des documents suggérant le contraire. Speer avait personnellement inspecté certaines installations où vivaient et travaillaient les travailleurs forcés. Le débat entre les deux accusés ne fut pas purement juridique. Il y avait là quelque chose de la survie animale. Le statut de Londres, qui créa le tribunal militaire international, utilisait la catégorie de 3e degré, en référence aux méthodes d'interrogatoire que la Gestapo elle-même appliquait aux suspects civils.
Le tribunal reçut comme preuve l'ordre du 12 juin 1942, publié par le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, avec l'autorisation du chef de la SIPO et du SD, à ce moment-là Reinhard Heydrich, assassiné à Prague quelques jours plus tard, qui autorisait l'usage de méthodes de 3e degré lors des interrogatoires. L'ordre était chirurgicalement spécifique dans son langage. Le 3e degré peut, selon les circonstances, consister, entre autres méthodes, en un régime très simple, pain et eau, un lit dur, une cellule obscure, la privation de sommeil, un exercice épuisant ainsi que la fustigation. Pour plus de 20 coups, il faut consulter un médecin. Ce qui ne figurait pas dans ce texte, c'étaient les pratiques qui n'avaient pas besoin d'être mentionnées car elles étaient déjà standards. La suspension par les bras attachés dans le dos, la position dite de l'estrapade, qui disloquait les épaules, les électrodes appliquées sur les organes génitaux et les extrémités, l'immersion répétée de la tête dans l'eau jusqu'à la perte de connaissance, les coups systématiques sur les oreilles pouvant provoquer la rupture du tympan, l'usage d'outils pour fracturer les membres. Ces pratiques étaient documentées par des témoignages de survivants qui parvinrent au tribunal, bien que le procès principal de 1945 à 1946 se soit concentré en priorité sur les crimes commis à l'échelle systémique et non sur les détails des interrogatoires individuels. Le jugement du 1er octobre 1946 établit, sous le titre « Assassinat et mauvais traitement de la population civile », que les personnes soupçonnées de s'opposer à l'occupation allemande étaient arrêtées et lors de leur arrestation étaient interrogées par la Gestapo et le SD de la manière la plus honteuse. L'expression « de la manière la plus honteuse » était l'euphémisme employé dans le jugement d'un tribunal qui avait entendu en détail ce que cela signifiait. Le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, survivante d'Auschwitz et de Ravensbrück, membre de la résistance française arrêtée en 1942, fut reçu pour le tribunal le 28 janvier 1946. Vaillant-Couturier décrivit avec précision ce qu'elle avait vu dans le camp. Les arrivées des trains, la sélection sur la rampe, les chambres à gaz, le travail des Sonderkommandos qui retiraient les cadavres. Elle décrivit que lorsque les trains de juifs hongrois arrivaient au cours de l'été 1944, les convois étaient si fréquents que les fours crématoires n'avaient pas une capacité suffisante et que les cadavres étaient brûlés dans des fosses ouvertes à côté des installations. L'odeur, dit-elle, était perceptible à des kilomètres de distance. Lorsqu'elle acheva son témoignage, le président du tribunal, Sir Geoffrey Lawrence, fit quelque chose d'inhabituel dans une procédure judiciaire d'une telle solennité. Il suspendit l'audience pendant quelques minutes avant de passer au point suivant. La salle avait besoin de respirer. Ernst Kaltenbrunner fut le seul accusé à choisir de tout nier de front pendant le procès. C'était audacieux si l'on considère que l'accusation disposait de documents signés de sa main. Kaltenbrunner était le chef du RSHA depuis janvier 1943, l'agence qui regroupait la Gestapo, la police criminelle, le Sicherheitsdienst SD et les Einsatzgruppen. Sous ces instructions opérationnelles, les camps de concentration dépendant du WVHA, l'Office central économique et administratif des SS, avaient fonctionné comme des usines de mort jusqu'au dernier jour de la guerre. La solution finale, dans sa phase la plus industrialisée, depuis la conférence de Wannsee de janvier 1942 jusqu'aux évacuations des camps en 1945, était passée en grande partie par la bureaucratie qu'il dirigeait. Kaltenbrunner nia. Il nia avoir ordonné l'exécution de prisonniers. Il nia connaître l'ampleur de l'extermination des Juifs. Il nia exercer un commandement effectif sur les opérations des camps. Selon lui, ses responsabilités incombaient à Himmler, à Müller, à Eichmann. Lui n'était qu'un officier de renseignement. Les procureurs présentèrent sa signature. L'avocat de Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann,
soutint que ces signatures correspondaient à des documents passés par son bureau selon des procédures de routine, sans que Kaltenbrunner eût connaissance de leur contenu réel. Une femme ruina cette défense. Dans les jours qui suivirent immédiatement la fin de la guerre, en mai 1945, une femme nommée Frau Plütz, chômeuse de 33 ans, mère d'un enfant, et dont le mari était porté disparu sur le front, se présenta au bureau du gouvernement militaire américain à Nordhausen. Elle avait été dactylographe au camp de concentration de Dora, qui dépendait du complexe de Nordhausen, et l'une de ses tâches avait consisté à taper les sentences de mort prononcées contre les prisonniers. Elle se souvenait parfaitement de la signature qui apparaissait sur tous ces documents, la signature de Kaltenbrunner. La logique organisationnelle même du RSHA rendait la défense de Kaltenbrunner impossible. Le témoignage d'Ohlendorf avait confirmé que Kaltenbrunner se trouvait directement dans la chaîne de commandement entre Himmler et Müller. Les lettres d'Eichmann à Kaltenbrunner, saisies dans les archives, décrivaient l'état d'avancement de la solution finale quand la franchise de celui qui fait rapport à un supérieur directement impliqué. Depuis Budapest, au cours de l'été 1944, Eichmann supervisa personnellement la déportation et l'extermination de 437 000 juifs hongrois en moins de 2 mois. Les trains partaient en convoi de 44 à 48 wagons à bestiaux scellés. Ils arrivaient à Auschwitz-Birkenau. Le jugement du tribunal établit que, à la fin de 1944, 400 000 juifs de Hongrie avaient été assassinés à Auschwitz. Ce que le jugement établit également sur la base des preuves présentées fut que Adolf Eichmann, à qui Hitler avait confié ce programme, a estimé que la politique pratiquée s'était traduite par l'assassinat de 6 millions de juifs, dont 4 millions furent assassinés dans les établissements d'extermination. 6 millions. Dont 4 millions dans des installations conçues spécifiquement pour les tuer. Tandis que le procès avançait pendant la journée, Gilbert parcourait les cellules la nuit. Sa tâche officielle consistait à tenir le colonel Andrus informé de l'état d'esprit des prisonniers. Son véritable travail, celui qui occupait la majeure partie de ses énergies mentales, était de comprendre comment fonctionnait l'esprit de ces individus. Ce qu'il découvrit au fil de ses entretiens nocturnes avec Göring fut peut-être l'élément le plus inquiétant de tout le procès, non pas en raison de révélations sur des crimes concrets, mais pour ce que cela révélait sur les mécanismes du pouvoir et de l'auto-illusion. Göring était parfaitement conscient de ce que l'Einsatzgruppe D avait accompli. Il était parfaitement conscient de ce qui se passait dans les camps. Il avait signé des documents relatifs à la solution finale. Pourtant, lors de ses conversations nocturnes avec Gilbert, il insistait de manière répétée sur le fait qu'il ne pouvait croire que Hitler eût personnellement ordonné ces massacres. « C'est un mystère, toute cette histoire », lui disait-il, arpentant sa cellule, les poings serrés contre le front. Je continue d'y penser. C'était une posture que Gilbert apprit à décoder pour ce qu'elle était, non pas de l'ignorance, mais une dissociation volontaire et stratégique entre les faits qu'il connaissait lui-même et le récit qu'il voulait projeter devant l'histoire. Göring était, selon toute évaluation psychologique raisonnable, un homme d'une intelligence extraordinaire. Cela rendait ses rationalisations plus élaborées que celles des autres, mais il ne s'agissait pas moins de rationalisation. Dans la cellule de Hans Frank, le ton était différent. Frank avait traversé, après sa capture, une sorte de crise religieuse. Il s'était reconverti au catholicisme, avec lequel il avait rompu pour progresser dans sa carrière sous le nazisme athée. Le père Sixtus O'Connor, aumônier catholique de la prison, lui rendait visite régulièrement. Frank répéta à Gilbert à plusieurs reprises que le procès était un tribunal du monde voulu par Dieu, destiné à examiner et à mettre fin
à la terrible ère de souffrance sous Adolf Hitler. C'étaient ses propres mots, inscrits sur l'acte d'accusation. Mais d'autres soirs, Frank revenait sur ce qui l'avait mené jusqu'ici. À Liligo, la femme qu'il avait aimée depuis sa jeunesse et dont la famille avait rejeté le jeune Frank parce qu'il n'était pas assez respectable. À son obsession de plusieurs décennies pour devenir respectable à tout prix. À la manière dont il avait accepté de signer des décrets et de fermer les yeux sur ce qui se passait dans les camps, parce que c'était le prix de son poste, de son palais à Cracovie, de son train privé, de ses dîners avec Goebbels et avec des acteurs de cinéma. Quand la guerre a commencé, j'ai fait un pacte avec le diable pour maintenir ma position, confia-t-il à Gilberte une nuit. Il le disait sur le ton de celui qui cherche encore à comprendre comment il en était arrivé là. Julius Streicher, quant à lui, ne traversa jamais aucune crise ni remise en question. Lors de ses entretiens avec Gilberte, Streicher continuait d'expliquer l'antisémitisme comme s'il s'agissait d'une doctrine scientifique que le reste du monde n'avait pas eu l'intelligence de comprendre. Il se décrivait comme le seul homme au monde à avoir vu clairement la question juive comme un problème historique. Lorsque les atrocités du procès lui étaient présentées, Streicher les recadrait dans son obsession. Tout était de la faute des Juifs. La guerre était de la faute des Juifs. Le procès était de la faute des Juifs. C'était un triomphe du judaïsme mondial, avait-il noté sur l'acte d'accusation. Ce que Gilbert construisait au fil de ses nuits de discussion et de ses observations dans la salle d'audience était quelque chose de plus complexe qu'un simple catalogue de monstres. Il découvrait des hommes qui avaient opéré au sein d'un système qui normalisait chaque étape vers le crime et qui avaient trouvé le moyen de se raconter des histoires, rendant cette étape suivante toujours justifiable, nécessaire, inévitable. Le témoignage du général Erich von dem Bach-Zelewski, commandant des opérations antipartisanes à l'Est, qui comparut comme témoin de l'accusation, apporta une pièce de plus au puzzle que Gilbert assemblait depuis des semaines. Bach-Zelewski, qui avait supervisé des opérations au cours desquelles des dizaines de milliers de civils avaient été assassinés sous l'étiquette antipartisane, déclara que pendant des années, les Allemands avaient été bombardés d'une propagande présentant les slaves et les Juifs comme des sous-hommes, comme des corruptions de la race, comme les responsables des malheurs de l'Allemagne. Une fois ce cadre mental installé, certains actes devenaient possibles pour des personnes ordinaires qui, dans d'autres circonstances, ne les auraient jamais commis. L'obéissance aveugle et la déshumanisation de l'autre. Deux pièces qui... Le 7 janvier 1946, le colonel Telford Taylor reprit la présentation de l'accusation contre le haut commandement allemand. Taylor avait l'apparence d'un poète en uniforme, mince, les cheveux ondulés, avec un air réservé que certains de ses collègues interprétaient comme de la distance, mais sa maîtrise de la logique juridique était de premier ordre. Taylor s'était chargé du cas du haut commandement parce que pratiquement personne d'autre n'en voulait. Les généraux et les amiraux n'avaient pas le poids symbolique de Göring ni la bassesse évidente de Kaltenbrunner. Prouver que des professionnels militaires qui ne faisaient que mener des guerres commencées par les politiques étaient des criminels de guerre exigeait un raisonnement plus subtil et plus difficile à communiquer. Taylor lut le document 386-PS. C'était le compte-rendu de la conférence de Hossbach de novembre 1937, au cours de laquelle Hitler avait exposé à ses généraux, parmi lesquels Blomberg, Fritsch, Raeder et Neurath, ses plans d'expansion territoriale agressive pour l'Allemagne. Les généraux présents ne protestèrent pas. Ils ne démissionnèrent pas. Ils restèrent à leur poste. Puis Taylor lut l'ordre sur les commandos, commando Befehl, signé par le Feldmarschall Keitel le 18 octobre 1942, qui ordonnait l'exécution des membres des unités de commando alliés capturés, même en uniforme. Il lut le cas du général Anton Dostler, qui avait fait exécuter 15 hommes de l'OSS,
capturé en uniforme lors d'une mission dans le nord de l'Italie en mars 1944, dans la région de la Spezia. Dostler avait soutenu qu'il ne faisait qu'exécuter l'ordre sur les commandos signé par Keitel. Il avait été jugé par un tribunal militaire américain à Rome et exécuté le mois précédent le début du témoignage de Taylor. La question que Taylor souleva et à laquelle il faudrait des mois au tribunal pour répondre était de savoir si la chaîne de responsabilité s'étendait jusqu'aux hommes qui signaient ces ordres et à ceux qui les transmettaient aux échelons inférieurs du commandement. Dans sa cellule, Keitel parlait peu avec Gilbert. Il était le plus hermétique de tous les accusés, empreint de cette rigidité prussienne qui interprétait toute expression émotionnelle comme une forme de faiblesse. Lorsque Gilbert l'interrogea sur sa réaction face à l'ordre sur les commandos, Keitel répondit qu'il avait signé des ordres qui donnaient aux soldats allemands le droit de faire ce qu'ils avaient fait, et que si ces ordres s'avéraient aujourd'hui criminels, il en était alors responsable. C'était la réponse d'un homme qui n'avait d'autre défense que l'honnêteté. Le 31 août 1946, les accusés firent leur dernière déclaration personnelle devant le tribunal. Göring prit la parole le dernier parmi les accusés qui intervinrent ce jour-là. Il fut le seul à ne pas s'excuser, à ne pas supplier, à ne pas chercher la clémence. Il parla pendant 1 heure, rejetant toutes les accusations formelles et déclarant qu'il avait servi sa patrie avec loyauté. Sa défense resta cohérente du premier au dernier jour de la procédure. Les vainqueurs n'ont aucun droit moral à juger les vaincus, et le Reichsmarschall n'était pas disposé à reconnaître ce droit. Hans Frank, avant d'être interrompu par le tribunal qui limitait le temps des déclarations, répéta que le procès était un tribunal du monde ordonné par Dieu. Keitel déclara qu'un soldat doit obéir, mais il y a des frontières que l'homme moral ne peut franchir, même s'il porte l'uniforme. Ce fut la première fois du procès que Keitel admettait publiquement une telle chose. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international lut sa sentence lors d'une séance qui dura près de 2 jours entiers. 12 accusés furent condamnés à la mort par pendaison. Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sorkel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart et Martin Bormann, par contumace. 3 furent acquittés: Franz von Papen, Hans Fritzsche et Hjalmar Schacht. Les autres reçurent des peines de prison allant de 10 ans à la réclusion à perpétuité. La sentence établit avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation que ce qui s'était produit sous le Troisième Reich n'était pas le fait des excès occasionnels d'une guerre brutale, mais bien une politique délibérée, planifiée et exécutée avec des méthodes bureaucratiques à l'échelle industrielle. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'étaient pas des conséquences collatérales de la guerre. Ils en étaient les objectifs partiels et la méthode de gouvernement. Le 16 octobre 1946, entre minuit et 3 heures du matin, les 11 condamnés à mort restants. Bormann étant absent et probablement déjà mort dans les derniers jours de Berlin, furent exécutés dans le gymnase du palais de justice de Nuremberg. Le bourreau était le sergent-chef John C. Woods, vétéran de 40 ans de la 3e armée américaine, un homme de Fort Leavenworth qui avait exécuté environ 347 prisonniers au cours de sa carrière. Les gibets, 3 au total, étaient des plateformes en bois d'environ 2,50 m de haut munies d'étapes et de trappes. La corde tombait d'environ 2,50 m. L'ordre d'exécution suivit celui du banc des accusés, de gauche à droite, d'abord Ribbentrop, puis Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sokol, Jodl, Seyss-Inquart.
Göring n'entra jamais dans cette salle. Joachim von Ribbentrop fut le premier. Il monta les 13 marches de la plateforme à 1h11 du matin. Au pied du patibule, lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il murmura « Que Dieu protège l'Allemagne ». Il tomba par la trappe. Les chroniques des journalistes présents, un groupe restreint de représentants de la presse alliée, décrivent que la chute ne fut pas nette. La longueur de la corde, analysée plus tard, était insuffisante pour produire la fracture cervicale instantanée qui caractérise une mort par pendaison techniquement exécutée. Ribbentrop mit 10 minutes à mourir. Keitel monta d'un pas ferme. Ses dernières paroles furent un « l'Allemagne au-dessus de tout ». Il tomba. Hans Frank monta en souriant. Il avait passé ces dernières semaines à rédiger des mémoires qu'il intitula « À l'ombre du gibet ». Il dit « Je rends grâce à Dieu pour la grâce qui m'a été accordée dans les dernières années de mi vie, en sachant que je peux retourner à ma foi dans le Seigneur. » La trappe s'ouvrit. Julius Streicher monta en criant « Heil Hitler » depuis les marches. Lorsqu'il vit les photographes de l'armée américaine postés dans la salle, il se tourna vers eux et hurla « Purimfest 1946 !» Une référence à la fête juive de Purim, qui commémore la défaite des persécuteurs du peuple juif, avant qu'on ne lui mette la cagoule. Ces dernières paroles, une fois la corde au cou, furent adressées à son épouse. « Adèle, ma chère Adèle. » Fritz Sauckel monta en pleurant. « Je meurs innocent. Le verdict est incorrect. Que Dieu protège l'Allemagne et la rende grande. » Kaltenbrunner, l'homme de 2 mètres qui avait présidé la machinerie de l'extermination, monta sans rien dire de distinct. Il murmura quelque chose à propos de l'Autriche. Hermann Göring ne se rendit jamais dans cette salle parce qu'il trouva le moyen de l'éviter. À 22h40 la nuit du 15 octobre, 1h30 avant le début des exécutions, le garde qui le surveillait toutes les 30 secondes trouva le Reichsmarschall en proie à des convulsions sur son lit. Il mourut avant l'arrivée des médecins. Il avait les lèvres tachées par une substance. Une capsule de cyanure de potassium s'était brisée entre ses dents. Comment il avait obtenu cette capsule fut le mystère qui consuma le colonel Andrus pendant des décennies, littéralement des décennies selon ses propres mémoires, et qui ne fut jamais totalement résolu. Göring avait été soumis à des fouilles corporelles quotidiennes, sa cellule avait été inspectée, et pourtant, dans sa note de suicide, Göring écrivit qu'il portait la capsule sur lui depuis sa capture, si bien cachée que, malgré toutes les fouilles, elle n'a pas été trouvée. Il avait gardé sur lui, dans ses vêtements ou sur son corps, pendant près d'1 an et demi, l'instrument de sa dernière victoire tactique. Andrus, selon des témoignages ultérieurs, fut si brisé par le suicide de Göring qu'il lui fallut des semaines pour s'en remettre émotionnellement. Le 1er octobre 1946, lorsque Sir Geoffrey Lawrence finit de lire la sentence, le tribunal militaire international avait créé quelque chose qui n'existait pas auparavant, un précédent juridique international ayant le poids d'une jurisprudence. La sentence établit 4 principes qui passèrent dans l'histoire juridique internationale sous le nom de « principes de Nuremberg », adoptés par la suite par l'Assemblée générale des Nations unies en 1950 de l'amiral Canaris. Les objections découlent du concept militaire de guerre chevaleresque. Ceci est la destruction d'une idéologie. C'est pourquoi j'approuve et soutiens les mesures. Le feldmaréchal avait assimilé destruction d'une idéologie à la torture et au meurtre de millions de prisonniers de guerre soviétiques. Le tribunal déclara que cela n'était pas une défense, c'était un aveu. Le procès ne résolut pas tout ce qu'il prétendait résoudre. Les tensions entre les 4 puissances alliées qui opéraient simultanément comme accusateurs, juges et arbitres furent palpables dès le premier jour.
La présence de juges soviétiques dans un tribunal qui jugeait l'agression comme un crime, alors que l'Union soviétique avait envahi la Finlande en 1940, et signé avec l'Allemagne le pacte Molotov-Ribbentrop pour se partager la Pologne, fut signalé à plusieurs reprises comme une contradiction morale insurmontable. La défense tenta d'introduire l'argument « tu quoque ». Tu as fait 12 procès ultérieurs menés entre décembre 1946 et avril 1949 jugèrent 185 accusés supplémentaires à Nuremberg. Des médecins qui avaient réalisé des expériences sur des prisonniers, des officiers des Einsatzgruppen, des juges et des procureurs qui avaient appliqué la justice du Reich, des industriels qui avaient utilisé le travail forcé, des hauts commandants de l'armée, des fonctionnaires des ministères. Le docteur Sigmund Rascher, responsable des expériences d'hypothermie de Dachau, ne fut pas jugé à Nuremberg. Himmler l'avait fait exécuter à Dachau même en avril 1945 pour des raisons de divergence interne. L'ironie de cette mort spécifique traversa plusieurs des procès ultérieurs. Höss fut exécuté en Pologne le 16 avril 1947, pendu à un gibet installé à côté de la maison où il avait vécu avec sa famille pendant ses années en tant que commandant d'Auschwitz, à environ 300 mètres des chambres à gaz. Eichmann fut capturé par le Mossad à Buenos Aires en 1960, jugé à Jérusalem en 1960 et exécuté en 1962. Streicher avait crié depuis le gibet des références à la fête de Purim. Ce ne fut pas un accident s'il le fit. L'histoire de Purim est l'histoire de la défaite de Haman, le fonctionnaire perse qui planifia l'extermination des Juifs de son royaume et finit pendu au même gibet qu'il avait construit pour l'un de ses ennemis. Il y a une catégorie de dommages que les tribunaux ne peuvent pas poursuivre. Les documents peuvent établir combien sont morts. Les témoignages peuvent reconstruire comment ils sont morts. Les sentences peuvent déterminer qui est légalement responsable. Mais il y a quelque chose qui se perd dans la traduction en termes juridiques. La texture de la terreur individuelle, la spécificité de la souffrance de chaque personne qui le perturbait le plus dans tout le procès, n'étaient pas les exécutions, mais les moments où il voyait les accusés redevenir brièvement des personnes ordinaires. Göring jouant avec la petite Edda, sa fille de 8 ans, lors des visites familiales. Frank écrivant des lettres à ses enfants. Sauckel demandant avec une inquiétude sincère si l'on prenait soin de sa famille. Gilbert, psychologue de formation, était arrivé à Nuremberg en s'attendant à trouver des monstres au sens clinique du terme. Ce qu'il trouva fut algo ma perturbador, des hommes qui, dans des conditions différentes, auraient pu être professeurs d'université, fonctionnaires municipaux, avocats d'affaires, des hommes. Et l'appareil nazi avait construit pendant 12 ans de pouvoir absolu sur l'information, l'éducation, la culture et la loi, un monde dans lequel ces justifications existaient. Le haut commandement de la Wehrmacht avait reçu à l'automne 1940 un ordre qui disait que le soldat soviétique capturé a perdu son droit à être traité comme un adversaire honorable. Un feld-maréchal allemand avait ajouté à la main dans la marge « J'approuve et soutiens les mesures ». Le tribunal déclara ce feld-maréchal coupable et l'exécuta. Mais la question que le tribunal ne pouvait pas juger était de savoir ce qui pousse un être humain à écrire ces mots dans une marge. Et cette question n'a pas de sentence. 8 mois après la fin des exécutions de Nuremberg, en juin 1947, l'Assemblée générale des Nations unies confia à la Commission du droit international la tâche de formuler les principes de droit international reconnus dans le statut et dans les sentences du tribunal. Ces principes furent approuvés formellement en 1950. 5 décennies plus tard, lorsque les images de camps de concentration dans l'ex-Yougoslavie commencèrent à circuler dans les journaux télévisés du monde entier,
Le Conseil de sécurité des Nations Unies créa le 22 février 1993 un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il était, en termes explicites et délibérés, l'héritier du tribunal de Nuremberg. Suivit le tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994. Suivit la Cour pénale internationale permanente, établie par le Statut de Rome de 1998, qui entra en vigueur en 2002. Aucun de ces tribunaux ne s'est révélé suffisant. Les crimes de guerre ont continué à se produire. Les crimes contre l'humanité ont continué à se produire. Les massacres ont continué à avoir lieu dans des endroits dont le monde apprenait le nom d'abord aux journaux télévisés et qui l'oubliait ensuite. Le rêve des fondateurs du procès de Nuremberg, que l'établissement de la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre agirait comme une dissuasion pour les futurs agresseurs, ne s'est pas réalisé de la manière qu'ils avaient espéré. Mais ce qui s'est produit, c'est que le langage a changé, que la catégorie « crime contre l'humanité » existe et a un contenu juridique grâce à ce qui s'est produit également à l'aube du 16 octobre 1946 dans un gymnase d'une ville en ruine de Bavière. C'est que 11 hommes qui avaient organisé, ordonnado et facilité la mort de dizaines de millions de personnes ont monté les marches de 3 plateformes en bois et ont répondu, au moins sous cet aspect, devant quelque chose qui pouvait s'appeler la justice. L'un d'eux, le seul qui trouva le moyen de ne pas monter, le fit avec un grain de cristal entre les dents. Le tribunal avait dit « Ceci est un crime ». L'histoire a enregistré « Ceci s'est produit ». Et entre ces 2 phrases, 90 ans plus tard, vit tout ce qui reste de ceux qui n'ont pas survécu pour témoigner.